Bonjour! Aujourd'hui, on va commencer par un exercice. De combien de façons peut-on colorier les faces d'un cube avec 3 couleurs à rotation près? C'est-à-dire, on va considérer 2 cubes coloriés comme étant identiques lorsqu'on peut obtenir l'un à partir de l'autre par une rotation. Je vous invite à y réfléchir un petit peu et vous allez voir, c'est quand même assez dur. Encore, si vous avez une couleur ou 2 couleurs, vous pouvez y arriver à la main. Mais à partir de 3 couleurs, le comptage, ça va devenir très dur. Et même si vous y arrivez, essayez de réfléchir du coup, qu'est-ce qui se passe avec 4 ou même 5 couleurs. À la fin de cette vidéo, on va voir une méthode générale qui répond à toutes sortes de questions de ce type, et ça grâce à la théorie des actions de groupe. C'est parti! Dans une vidéo précédente, nous avons déjà vu le concept mathématique d'un groupe, mais je pense que c'est pas inutile de le rappeler ici. La notion d'un groupe apparaît naturellement quand on essaye de décrire mathématiquement le concept de symétrie. Vous partez d'un objet géométrique, par exemple d'un carré, et vous considérez toutes les transformations qui laissent cet objet invariant. Dans le cas du carré, il y a 4 rotations autour du centre, et aussi les symétries axiales, horizontales, verticales et les 2 diagonales. L'ensemble de toutes les symétries a 2 propriétés remarquables. Premièrement, chaque symétrie est inversible. Quand vous prenez une rotation, vous pouvez la défaire. Et pareil pour une réflexion axiale. Et deuxièmement, quand vous prenez 2 symétries, vous pouvez les composer. Vous pouvez appliquer la première symétrie, puis la deuxième, et le résultat final va à nouveau être une symétrie. On peut utiliser ces 2 propriétés pour définir un concept abstrait. Donc un groupe, en mathématiques, c'est un ensemble, grand G, muni d'une loi de composition, qui nous permet justement de combiner des symétries, avec les propriétés suivantes. On a vu qu'on aimerait bien dire que chaque transformation est inversible. Mais si on y réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire inverser? Ça veut dire qu'on se ramène à l'identité. La première propriété, c'est l'existence d'un certain élément, petit e, qu'on appelle le neutre, qui joue le rôle de l'identité. C'est-à-dire, quand on combine e avec n'importe quel autre élément, donc e rang G ou G rang E, on va toujours retrouver G, pour tout élément du groupe. Deuxième propriété, c'est l'existence des inverses. C'est-à-dire, pour chaque élément petit g du groupe, il existe un autre élément, qu'on va appeler g inverse, tel que, quand on les combine, on va retrouver l'identité. Et troisième propriété, on demande que cette loi de composition soit associative. C'est-à-dire, quand on combine 3 éléments, peu importe comment on met les parenthèses. Pour donner quelques exemples, on peut par exemple considérer l'ensemble des entiers, z, avec l'addition. L'élément neutre, c'est 0, donc 0 plus n égale n plus 0 égale n. L'inverse d'un entier n, c'est moins n moins n égale 0. Et enfin, l'addition est bien associative. Un deuxième exemple est donné par z sur nz, pareil avec l'addition. Donc z sur nz, c'est les entiers modulo n, que vous connaissez bien par exemple pour n égale 12, c'est votre horloge qui va vous donner l'heure modulo 12. C'est-à-dire 13 heures, c'est la même chose que 1 heure. Un troisième exemple est donné par le groupe des permutations de n objets, qu'on note Sn. Vous pouvez imaginer n objets, numérotés, de 1 à n, que vous mettez dans un certain ordre, et puis ce groupe, il va permuter les éléments. Composer 2 permutations, ça va vous redonner une permutation. Chaque permutation, vous pouvez la défaire, et il y a la permutation neutre, l'identité, qui ne fait rien. Un dernier exemple assez général, c'est justement l'ensemble de toutes les symétries d'une certaine figure géométrique donnée. Donc là, on vient de voir que n'importe quel objet géométrique, comme par exemple le carré de tout à l'heure, nous donne un groupe. Et on pourrait se poser la question si on ne peut pas inverser cette construction. C'est-à-dire, peut-on réaliser un groupe abstrait comme l'ensemble des transformations d'un certain objet? Et cette question nous mène directement à la notion d'une action de groupe. Une action d'un groupe grand G est la réalisation de G comme transformation d'un ensemble grand M. On va écrire G agit sur M avec cette flèche. Plus précisément, c'est une application de G croix M vers M. Donc on va prendre un point de M, et on peut faire bouger ce point avec l'élément du groupe. On va noter ça par G.M. Et il faut que cette application vérifie 2 propriétés. Premièrement, le neutre, il ne fait rien, il agit comme identité. C'est-à-dire E.M égale à M pour tout point M. Et deuxièmement, quand on agit d'abord par un élément G2 du groupe, et puis par un élément G1, ça doit être la même chose que quand on agit directement avec le produit G1-G2. Pour donner un exemple, on va considérer l'action de z sur 4z sur le carré par rotation. C'est-à-dire, un entier k, modulo 4, va être réalisé par la rotation, autour du centre du carré, d'angle k fois pi sur 2.
Donc l'élément neutre, c'est le 0, il va agir par la rotation d'angle 0, donc l'identité. Et quand vous composez deux rotations, d'angle k fois pi sur 2 et l fois pi sur 2, on va obtenir naturellement une rotation d'angle k plus l fois pi sur 2. Plus généralement, z sur nz va agir sur un n-gone régulier par rotation. Un autre exemple très intuitif, c'est l'action du groupe des permutations sur l'ensemble des nombres entre 1 et n. Vous voyez, c'est presque dans la définition du groupe. Il va prendre l'ordre des entiers de 1 vers n, et une permutation donnée va justement permuter ces n éléments. Voyons aussi un non-exemple, c'est-à-dire un exemple qui va pas marcher. On a vu que sur le carré, il y a aussi les symétries axiales. Du coup, on pourrait se dire, ah, bah peut-être le groupe z sur 4z va agir sur le carré de cette façon. Donc 0, je vais l'envoyer sur l'identité, 1, je vais l'envoyer par exemple sur la réflexion horizontale, 2, je vais l'envoyer sur moins l'identité, et 3, je vais l'envoyer sur la réflexion verticale. Alors là, avec ces règles-là, on a effectivement vérifié le premier point de la définition d'une action de groupe. L'identité, c'est-à-dire l'élément neutre, est représenté par l'identité. Mais le deuxième point, vous allez voir, il n'est pas vérifié. Parce que quand j'applique 2 fois 1, donc 1 c'est une réflexion axiale, bah du coup je retombe sur l'identité. Et pourtant 1 plus 1 c'est 2, et 2 va agir par moins l'identité. Du coup le deuxième point n'est pas vérifié. Pour rectifier cet exemple, il faut changer le groupe. Les deux réflexions, horizontale et verticale, ils engendrent un groupe, mais ce groupe-là ce n'est pas z sur 4z. Et pourtant, c'est bien un groupe à 4 éléments. En fait, ce groupe-là, c'est z sur 2z croix z sur 2z. Deux copies du groupe à 2 éléments. Et vous pouvez bien vérifier que quand vous envoyez 0, 0 sur l'identité, 0, 1 sur la réflexion horizontale, 1, 0 sur la réflexion verticale, et 1, 1 sur moins l'identité, on obtient bien une action de groupe. En règle générale, les groupes sont faits pour agir. La notion même de groupe vient naturellement avec cette idée d'action. Et ça veut dire notamment que si vous voulez comprendre un groupe abstrait, laissez-le agir. Étant donné une action de groupe, on peut fixer un point et regarder ce qui se passe sous cette action. Et on va voir, il y a deux notions assez naturelles qui vont apparaître. La première, c'est la notion de l'orbite. L'orbite du point, c'est l'ensemble des points qu'il va visiter quand on fait agir le groupe G sur ce point. Donc en formule, O de M, c'est l'ensemble des G.M, où G varie dans le groupe. La deuxième notion, c'est le stabilisateur. Le stabilisateur d'un point M, c'est l'ensemble des éléments du groupe qui vont stabiliser, qui vont fixer ce point. C'est-à-dire l'ensemble des éléments petit g de grand G, tels que G.M égale à M. Vous pouvez vérifier que le stabilisateur de n'importe quel point est un sous-groupe de grand G. Revenons à notre exemple de z sur 4z qui agit sur le carré par rotation. Alors, si je prends un point, son orbite, ça va être ces 4 points qu'on obtient justement en appliquant les rotations sur ce point. Donc son orbite, il y a 4 points, sauf quand le point est le centre du carré. Auquel cas, on va toujours rester avec ce point. Quand le point n'est pas le centre, son stabilisateur, c'est juste l'identité, parce que tous les autres éléments vont faire bouger ce point. Par contre, quand le point est au centre, tous les éléments du groupe vont le stabiliser. Le stabilisateur, c'est z sur 4z. Le deuxième exemple qu'on a vu tout à l'heure, c'était le carré avec l'action du groupe z sur 2z croix z sur 2z, qui agit par réflexion horizontale et verticale. Alors pour la plupart des points, leur orbite va avoir 4 points. Dans ce cas, le stabilisateur est juste réduit à l'identité. Quand le point considéré est sur l'un des deux axes, alors son orbite, il n'y aura plus que 2 points dedans. Son stabilisateur va être z sur 2z. Donc c'est l'identité et la réflexion de l'axe sur lequel se trouve le point. Et enfin, quand le point est au centre, alors l'orbite est juste réduit à ce point, et le stabilisateur, à nouveau, est tout le groupe, z sur 2z au carré. Une chose qu'on constate dans cet exemple, c'est que plus une orbite est grande, plus son stabilisateur est petit. Et à l'inverse, plus le stabilisateur est grand, plus l'orbite est petite. En fait, il y a une relation plus précise entre la taille du stabilisateur et la taille de l'orbite. Théorème, pour un groupe fini, qui agit sur un ensemble grand M, pour tout point, le cardinal du stabilisateur fois le cardinal de l'orbite est égal au cardinal du groupe. Donc, vous pouvez vérifier dans les deux exemples précédents, on avait à chaque fois un groupe de taille 4, et à chaque fois, soit on avait une orbite de taille 4 et un stabilisateur de taille 1, soit l'inverse, soit un stabilisateur de taille 2 et une orbite de taille 2. Pour la preuve, on va prendre un deuxième point, M', dans l'orbite de M. Et on va montrer que le cardinal de l'ensemble des éléments du groupe qui vont envoyer M sur M', c'est le cardinal du stabilisateur.
Et ainsi, cette quantité va pas dépendre de m', et comme chaque élément du groupe va forcément envoyer m sur un des points de l'orbite, on va obtenir que le cardinal du groupe, ça va simplement être le produit du cardinal du stabilisateur fois le nombre de points sur l'orbite. Il nous reste donc de comprendre cet ensemble des éléments de G qui envoient m sur m'. Déjà, comme m' est dans l'orbite de m, on sait que cet ensemble-là est non vide. Donc on peut en choisir un élément G0 dedans. Alors je prétends que la composition de G0 avec un élément S du stabilisateur est à nouveau dans cet ensemble. Effectivement, G0 rend S appliqué à M par la deuxième propriété des actions de groupe, ça fait G0 appliqué à S appliqué à M. Après, comme S est dans le stabilisateur, S.M c'est égal à M, et du coup on obtient bien G0 de M, c'est-à-dire M'. Donc là, on a montré que le stabilisateur, en quelque sorte, il est à l'intérieur de cet ensemble. Mais du coup, à l'inverse, quand vous prenez deux éléments, G0 et G1, qui envoient M sur M', alors G0 inverse fois G1 va stabiliser le point M. C'est-à-dire, vous pouvez écrire G1 comme G0 fois S avec un certain élément du stabilisateur. Donc on a bien démontré que l'ensemble des éléments du groupe qui envoient M sur M' est en bijection avec le stabilisateur, donc en particulier leur cardinal est le même. Pour voir un exemple un peu plus poussé, on peut utiliser ce théorème pour trouver le cardinal du groupe des rotations du cube. On va fixer un sommet M du cube, et on va essayer de comprendre quelle est son orbite et son stabilisateur sous l'effet des rotations. Déterminer l'orbite est assez simple. Quand vous prenez un sommet et vous tournez votre cube, il est assez facile de voir que vous pouvez obtenir tous les autres sommets. L'orbite, c'est l'ensemble des 8 sommets du cube. Pour déterminer le stabilisateur, il faut trouver toutes les rotations qui vont fixer ce sommet. Alors, comme il y a un unique sommet de distance maximale, forcément ce point-là, il va être fixé également. Et puis, comme on considère les rotations dans l'espace, une rotation dans l'espace a toujours un axe. Alors, cet axe va nécessairement être donné par la grande diagonale. Et alors, il y a combien de rotations qui laissent le cube invariant autour de cet axe? Il y a l'identité, et puis, vu qu'il y a 3 faces, en fait, il y a une rotation de 120 degrés et une rotation de 240 degrés. Donc le stabilisateur contient 3 éléments. Du coup, d'après le théorème, on sait que le groupe des rotations du cube contient 3 fois 8, c'est-à-dire 24 éléments. C'est pas si évident, hein? Je vous laisse les chercher, mais on va aussi y revenir plus tard. Une application très utile du théorème précédent, et qui répond à toutes sortes de questions de comptage, de configuration modulo-symétrie, c'est le lemme de Burnside. Étant donné une action d'un groupe fini sur un ensemble fini, on va noter M sur G, l'ensemble des orbites. Et on va noter M indice petit g, l'ensemble des points fixes de l'élément petit g de grand G. Alors le cardinal de M divisé par G, c'est-à-dire le nombre des orbites, est donné par 1 sur cardinal de G fois la somme sur tous les éléments du groupe du cardinal de M indice petit g. C'est-à-dire le nombre d'orbites, c'est la moyenne des points fixes. Dit comme ça a l'air pas du tout évident, et pourtant la preuve n'est pas si difficile. On va partir de la somme sur tous les éléments du groupe du cardinal de M puissance petit g. En fait, finalement, on compte tous les couples g, m qui vérifient l'équation g.m égale m, mais en quelque sorte d'un point de vue du groupe. Mais on pourrait très bien changer son point de vue et compter d'un point de vue du point. Et alors pour un point fixé, résoudre cette équation, ça veut dire que G est dans son stabilisateur. C'est-à-dire, cette somme est égale à la somme sur tous les points de M du cardinal du stabilisateur de M. Maintenant qu'on est là, on peut utiliser la formule du théorème précédent pour remplacer le cardinal du stabilisateur par le cardinal du groupe divisé par le cardinal de l'orbite. Donc on peut sortir le cardinal du groupe, et puis réfléchissons un peu sur qu'est-ce qu'on a écrit là. On fait une somme sur tous les points de 1 sur la taille de l'orbite. Et en particulier, pour choisir un point, on peut d'abord choisir son orbite, et puis choisir quel point de l'orbite on prend. Or, tous les points de l'orbite vont contribuer 1 sur la taille de l'orbite. Du coup, la somme sur l'orbite, ça va juste faire 1. Parce que c'est 1 sur la taille de l'orbite fois. Et enfin, vu qu'on fait la somme sur tous les points, finalement, cette somme, c'est juste donné par le nombre d'orbites. Il nous reste juste à diviser par le cardinal de G, et voilà le lemme de Burnside. Pour donner un exemple simple, on peut vérifier le lemme de Burnside dans les exemples qu'on a vus précédemment. Par exemple, le carré avec l'action de z sur 4z.
Maintenant, vu qu'on demande que l'objet soit fini, on va considérer uniquement les sommets du carré. Alors il y a une seule orbite, le groupe est de 4, et à part l'identité qui a 4 points fixes, aucune autre transformation n'a de points fixes. Du coup on obtient simplement que 1 est égal à 1 quart fois 4 plus 0 plus 0 plus 0. Donc vous voyez, le lemme de Burnside est vrai, mais il n'est pas très intéressant. En fait, le lemme de Burnside va être très intéressant quand on ne connaît pas le nombre d'orbites. Maintenant il est temps de revenir sur l'exercice initial, le coloriage du cube avec 3 couleurs à rotation près. Alors le groupe, naturellement, ça va être le groupe des rotations du cube. Mais alors, pour M, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va juste prendre le cube? Si on y réfléchit un peu, ce qu'il nous faut, c'est pas un seul cube, mais c'est l'ensemble des cubes coloriés. Parce qu'ainsi, les rotations vont agir sur les cubes coloriés, et ils vont nous dire justement quand est-ce que deux cubes sont identifiés. Et alors la question de départ, c'est équivalent à compter le nombre d'orbites de cette action sur l'ensemble de tous les cubes coloriés. Du coup, cet ensemble grand M de tous les cubes coloriés, il est de quelle taille? Donc on a un cube, on colorie les faces, donc il y a 6 faces, et pour chaque face, on a 3 possibilités, vu qu'on a 3 couleurs. Du coup, on a 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 3 puissance 6 possibilités. Le cardinal de M, c'est 3 puissance 6. Précédemment, on a vu que le cardinal du groupe, des rotations du cube, c'est égal à 24. Du coup, le lemme de Burnside va nous dire que le cardinal de M divisé par G, donc le nombre des orbites, c'est 1 sur 24 fois la somme sur tous les éléments du groupe du nombre des points fixes. Donc là, on n'a pas encore fini, mais on va voir que le nombre des points fixes va être assez facile à calculer. Commençons par exemple par l'identité. L'identité, par définition, elle ne fait rien, donc tous les cubes coloriés vont être des points fixes. Et du coup, leur cardinal, c'est le cardinal de M, qui est égal à 3 puissance 6. Considérons à présent une rotation autour d'une grande diagonale, d'un angle 120 degrés ou 240 degrés. Pour trouver des points fixes, il faut se poser la question quels sont les coloriages du cube qui vont être invariants par cette transformation. Comme cette face-là va être envoyée sur cette face-là, pour que vous ne voyiez pas la différence, il faut que ces deux faces-là aient la même couleur. Et pareil pour cette face-là et cette face-là. En fait, là vous avez un triplet de faces qui doivent avoir les mêmes couleurs, et de même pour les 3 autres de l'autre côté. Et en fait, c'est un si seulement si. Si ces 3 couleurs et ces 3 couleurs sont identiques, alors, quand vous faites une rotation, vous n'allez pas voir la différence. Du coup, il y a combien de possibilités? Quelle est la taille des points fixes? Vous avez 3 choix pour la couleur en haut, et 3 choix pour la couleur en bas. Ça vous fait 3 fois 3, 9. Et il y a combien de rotations de ce type? Il y a 4 grandes diagonales, et pour chaque grande diagonale, il y a 2 rotations, 120 degrés et 240. Ça fait 8 rotations possibles. Un autre type de rotation, c'est des rotations de plus ou moins 90 degrés autour des grands axes. Comme ça, ou comme ça. Quels sont les coloriages qui sont fixés par une telle rotation? À nouveau, vous voyez bien que la couleur que je donne à cette face-là, pour que, quand je tourne, je ne vois aucune différence, il faut que cette couleur-là soit la même ici, là et là. Donc il faut que les 4 faces du milieu aient la même couleur. Par contre, la couleur en haut et en bas, ils peuvent être différents. Du coup, le nombre de points fixes, c'est 3 fois 3 fois 3. C'est 3 puissance 3. Et il y a combien de rotations de ce type? Il y a 3 axes principaux, et pour chaque axe, il y a la rotation de 90 degrés et de moins 90 degrés. Donc ça fait 3 fois 2, 6 rotations. Enfin, toujours autour des grands axes, il y a les rotations de 180 degrés. Pour être fixé par une telle rotation, le cube doit avoir la même couleur sur ces deux faces opposées, et pareil pour ces deux faces opposées. Donc ça nous fait 3 fois 3, et en haut et en bas, 3 fois 3, donc 3 puissance 4 possibilités. Et il y a combien de rotations comme ça? Le nombre d'axes principaux, c'est-à-dire 3. À l'époque où j'ai fait cet exercice, il me semblait que j'avais trouvé toutes les rotations, et que c'était fini. Mais vérifions quand même, parce qu'on sait qu'on doit avoir trouvé 24 rotations. Alors on a trouvé l'identité, 8 rotations autour des grandes diagonales, 6 rotations de plus ou moins 90 degrés autour des axes principaux, et 3 rotations de 180 degrés à nouveau autour des axes principaux. Et alors la somme, ça fait 18. Il nous manque 6 rotations. Elles sont cachées où ces rotations? Si vous réfléchissez un peu, il y a aussi les rotations de 180 degrés autour des milieux de 2 arêtes opposées, comme ça. Et en fait, comme il y a 12 arêtes, il y a 6 paires d'arêtes opposées. Donc il y a 6 rotations de ce type. C'est exactement ces 6 rotations qu'on a oubliées. Et alors pour une telle rotation, pour que le coloriage soit fixé, les faces elles viennent par paires.
coup, vous avez 3 fois 3 fois 3 possibilités. Alors, en tout, le lemme de Burnside, du coup, nous donne le résultat suivant. On a 1 sur 24 fois, du coup, le 3 puissance 6, c'est pour l'identité, plus 8 fois 3 au carré, pour les rotations des grandes diagonales, plus 6 fois 3 puissance 3, pour les rotations de 90 degrés sur les axes principaux, plus 3 fois 3 puissance 4, c'est pour les rotations de 180 degrés autour des axes principaux, plus 6 fois 3 puissance 3, pour ces rotations autour des milieux des arêtes. Et ça donne 57. Bon, donc là, on a fini l'exercice, c'était chouette, mais en fait, il y a un truc absolument incroyable, on n'a pas vraiment utilisé qu'on a 3 couleurs. En fait, quand on a C couleurs, avec C un certain nombre, bah, au lieu de 3 fois 3 fois 3, vous mettez C fois C fois C. Donc vous prenez la formule, la dernière formule, vous remplacez les 3 par C, et c'est le résultat du nombre de coloriages du cube avec C couleurs. Vous mettez C égale 1, vous trouvez 1, vous mettez C égale 2, vous trouvez 10, et vous mettrez C égale 6, et vous trouvez 6 cubes moins 6 carré, 2226. Cette expression, on peut la simplifier un petit peu, donc on peut en particulier factoriser par C carré et par C plus 1, mais il reste un troisième facteur qui est égal à C puissance 3 moins C carré plus 4C plus 8, qu'on peut pas simplifier. Donc on peut constater que cette fonction, c'est un polynôme en C. Déjà, c'était pas complètement évident à la base que le nombre de coloriages possibles d'un cube modulo rotation, que c'est un polynôme. Et en plus, écrit comme ça, il est même pas complètement évident que ce qu'on obtient, c'est un entier. Pour finir, je vous invite à refaire cet exercice des coloriages du cube avec ces couleurs, mais cette fois-ci, en plus des rotations, on va ajouter des symétries axiales. C'est-à-dire maintenant, en plus des rotations, ce cube et son image dans un miroir vont être considérés comme identiques. Je vous invite à faire cet exercice et à mettre votre formule finale en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en la partageant ou en nous retrouvant sur Tipeee. À bientôt!